grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission, bienvenue dans le Grand Débat. Le Grand Débat, c'est chaque jour du lundi au jeudi, l'actualité internationale commentée et analysée sur la radio africaine. L'émission est en direct jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre, le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 000 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr intervenir en direct sur notre page Facebook, facebook.com/le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupo. Une question dans le grand débat aujourd'hui, à qui profite la crise sécuritaire en RD Congo? Les violences dans les provinces du Kasaï, dans le centre de la RD Congo, auraient déjà fait plus de 3000 morts et provoqué le déplacement d'1,5 million de personnes. Après les graves accusations du haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad al-Hussein, formulées à l'encontre des autorités congolaises, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'était réuni à Genève la semaine dernière pour décider de la mise en place d'une commission d'enquête internationale sur les violences en cours dans les Kasaï. Mais l'enquête internationale n'aura pas lieu. Le projet de résolution des Européens soutenu par des ONG internationales ayant été rejeté par le groupe des pays africains. Alors que la société civile congolaise dénonce le soutien des États africains au régime du président Joseph Kabila, de quels moyens dispose donc encore la communauté internationale pour résoudre la crise sécuritaire dans le centre du pays? À qui profite cette situation alors même que la RD Congo s'enfonce chaque jour un peu plus dans une interminable crise politique? Nous en parlerons avec nos invités dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio. Africa numéro 1, le grand débat. C'est également sur facebook.com/le grand débat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde, en Europe, en Afrique, aux Amériques. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Kinshasa, à Lubumbashi, à Dakar, Cotonou, Edimbourg, Washington DC ou encore à New York. Bienvenue à tous nos nouveaux amis sur Facebook et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi. Le grand débat, analyse, décryptage, coup de gueule, commentaires. Le grand débat sur Africa numéro 1. À qui profitent donc les violences en cours dans les provinces du Kasaï, une crise sécuritaire qui en cache une autre, politique celle-là, dont nul ne peut encore prévoir l'issue et les conséquences. Pour en parler avec nous, nous recevons aujourd'hui dans le grand débat Martin Fayulu. Bonsoir Martin Fayulu. Bonsoir. Martin Fayulu, député national en RD Congo, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, les CID. Vous êtes membre du Rassemblement des forces de l'opposition. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Christophe Rigaud est avec nous également. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Notre confrère Christophe Rigaud, journaliste et documentariste, animateur du site d'information africarabia.com, consacré, on le sait, à l'actualité en Afrique centrale. Et au téléphone avec nous, Florent Gel. Florent Gel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du Bureau Afrique à la FIDH, c'est la Fédération internationale des associations de défense des droits humains. Christophe Rigaud, alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui se passe précisément dans ces provinces congolaises, les Kasaï, dans le centre du pays? Alors c'est une crise qui a commencé l'été dernier et en fait c'est une crise essentiellement politique puisque c'est la volonté de reprise en main en fait du pouvoir central sur les chefs traditionnels et donc cette volonté de reprise en main s'est heurtée en fait à un chef traditionnel des Kasaï, Kamuna Tsapu, qui n'a pas été validé par les autorités et qui est entré en rébellion contre le pouvoir central. S'en est suivi une forte répression des forces de sécurité congolaises qui a amené en fait à l'assassinat de ce chef traditionnel et donc suite à cet assassinat, création d'une milice Kamwina Tsapu qui est partie en guerre contre l'État central. Voilà, après 6 mois de violence en fait entre cette milice et puis les forces de sécurité, on en est arrivé à environ 3000 morts selon l'Église catholique, 1,3 million de déplacés et à ce jour il y a environ 42 fosses communes qui ont été découvertes. Donc c'est un cycle de violence, violence et puis répression. Également une crise qui a connu un petit peu son pic de violence avec l'assassinat de 2 experts de l'ONU. C'est une première en République démocratique du Congo. C'était au mois de mars, 2 experts de l'ONU qui ont été assassinés. Les employés de la Croix-Rouge ont découvert hier 10 nouvelles fosses communes d'ailleurs, ce qui porte à 52 le nombre de charniers dans les provinces Kasaï. La comptabilité macabre continue donc. Florent Gel, vous êtes avec nous. Quel regard porte la FIDH sur cette situation dans les Kasaï en RD Congo? Est-ce qu'il faut parler simplement d'une crise sécuritaire? Est-ce que c'est une guerre locale ou une campagne de terreur? C'est un peu les 3 à la fois. Ça recoupe pas mal de réalités du pays. La première réalité, c'est que
le Kasaï, les Kasaï qui jusqu'à présent n'avaient pas été touchés par la crise sont touchés, et il faut s'interroger pourquoi. Elles sont interrogées parce que la reprise en main du régime sur l'ensemble du territoire a pour objectif d'essayer de construire des alliances locales pour résister à une question qui se pose et qui est la toile de fond de cette crise au Kasaï, c'est quel pouvoir pour demain en RD Congo depuis la crise politique de ce que je pourrais appeler le 19 décembre, c'est-à-dire le 2016, c'est-à-dire la fin du mandat officiel du président Joseph Kabila, et vers quel avenir s'avance la RD Congo. Et en fait, on a bien compris que le pouvoir cherche à renforcer son emprise sur l'ensemble des populations, des communautés, des pouvoirs, également les pouvoirs traditionnels. Et quand cela résiste, c'est la répression. À cela s'ajoutent quand même de fortes interrogations sur la reprise des conflits à l'est du Congo, pour savoir si le pouvoir n'est pas dans une stratégie du chaos, c'est-à-dire de provoquer le chaos pour se placer en dernier recours face à une communauté internationale qui ne souhaite pas voir le pays continent de l'Afrique aller à la dérive, ce qui pourtant il fait aujourd'hui inexorablement, avec une reprise d'un conflit presque généralisé, avec des conflits politiques à l'ouest, avec des conflits politico-humanitaires et politiques au centre du pays, et une crise continue à l'est qui ne s'est presque jamais arrêtée. Merci. Restez avec nous, Florangel. Martin Fayoulou, vous êtes un acteur politique congolais, évidemment, de premier plan, de premier ordre. Quel regard vous portez sur cette crise dans les Kasaï? Est-ce qu'il faut parler effectivement d'une stratégie du chaos, d'une forme de fuite en avant du pouvoir congolais face à la crise politique qui reste insoluble? Tout à fait. C'est une stratégie du chaos. La stratégie procède de ce que nous appelons la stratégie AFDEL. La stratégie des gens qui ont pris le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila et qui continuent aujourd'hui avec Joseph Kabila. C'est cette stratégie des chaos, cette stratégie des terreurs, cette stratégie d'occupation. Si vous voyez toutes les crises qui se sont passées au Congo, Goma, Beni, Congo central, Bakata Katanga, au Katanga, le M23 et aujourd'hui les Kasaï, c'est la stratégie de M. Kabila pour s'aimer les désordres, la discorde au Congo et pouvoir régner en maître. C'est une stratégie de la terre brûlée où lui seul est maître du jeu avec les pions congolais qui sont, je ne sais pas s'ils sont naïfs, ou ils comprennent bien qui est M. Kabila, qu'est-ce qu'il veut exactement. C'est que nous savons, M. Kabila veut le désordre au Congo. M. Kabila veut et missionnaire. Il a une mission claire au Congo pour déstabiliser ces pays. Donc il va continuer avec ces Congolaises et Congolaises à lui qu'il a acheté, qu'il débauche à tout bout de champ pour arriver à ses fins. La question composée de cette émission qui est au cœur de ce débat, c'est à qui profite la crise sécuritaire. Vous dites sans détour à Joseph Kabila. Sans détour, la crise profite à celui qui l'a créée, qui crée toutes ces crises. Le M23, qui a créé le M23. La crise ou le désordre dans le Bas-Congo, ou le Congo central aujourd'hui, qui a créé Beni, 3000 morts. On n'en parle pas. Et aujourd'hui, moi j'étais à Kananga, au Kasaï central, au mois d'avril l'année dernière. Havre de paix. Tous les chefs étaient là. Ils sont venus me voir. J'ai discuté avec les chefs sans problème. Et je quitte Kananga 4 mois après. On dit que c'est le théâtre du désordre. Les gens se tuent, s'entretuent. Il n'y avait pas de signaux. Ce n'est pas une guerre ethnique. Ce n'est pas une guerre entre les communautés. C'est une guerre, ou en tout cas des troubles instrumentalisés, créés par M. Kabila. On nous parle aussi des ressources naturelles. C'est que ces terres regorgent des minéraux énormes. Et M. Kabila s'organise pour déstabiliser les Congo. Et c'est sa façon de pouvoir rester éternellement au pouvoir. Christophe Rigaud,
Il faut savoir que les Kasaï, en fait, c'est le fief de l'opposition politique. Hein. C'est le fief d'Étienne Tshisekedi, maintenant du Rassemblement et de son fils. Donc cette crise n'arrive pas par hasard dans cette province. Et en fait, le but de Joseph Kabila, on le sait bien, il est maintenant hors mandat, c'est de se maintenir au pouvoir. Et cette crise au Kasaï le sert, puisque on est actuellement en République démocratique du Congo en plein enrôlement des électeurs, en pleine révision du fichier électoral, et à cause de cette crise et de ces violences, pour le moment, dans ces provinces, l'enrôlement et la révision du fichier électoral a été stoppé en raison des violences. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que le 31 juillet, au moment où la CENI, la commission électorale, doit terminer ses opérations d'enrôlement, a priori, ce ne sera pas possible. Et donc, on sait déjà que l'élection présidentielle qui doit normalement avoir lieu en décembre 2017 n'aura pas lieu et sera une nouvelle fois repoussée. Florent Gel, alors ce stratège du chaos, cet organisateur du chaos en RD Congo, Joseph Kabila, demeure quand même un interlocuteur de la communauté internationale, qui a d'ailleurs qui a reçu les éloges il y a quelques jours du président sud-africain Jacob Zuma. Oui, malheureusement, Jacob Zuma a des amitiés peu fréquentables, aussi bien chez lui qu'en dehors du pays. On pense à Pierre Nkurunziza notamment, et on se demande s'il n'a pas créé un axe des dictateurs. En tout cas, effectivement, Kabila est hors mandat aujourd'hui. Il demeure malgré tout un interlocuteur incontournable pour, à mon avis, plusieurs raisons, mais deux raisons essentielles. Premièrement, c'est que il est toujours au pouvoir, que l'opposition reste quand même assez divisée et n'arrive pas non plus à demeurer une alternance possible, une solution suffisamment possible ou crédible. Oui. Évidemment aussi le problème des élections, on l'a bien vu, les élections par tradition en RDC sont quand même souvent manipulées. Et puis les autorités congolaises font grand cas également, d'ailleurs à tout bout de champ et pour toute raison et à toutes les occasions, évidemment la question du caractère sacré du territoire national. Et on l'a vu à Genève, j'y étais, avec beaucoup d'autres, on a discuté de cette fameuse commission d'enquête internationale. Et alors elle aura lieu, cette commission, sous une autre forme. Avec les experts, on va en parler d'ailleurs. Oui. Voilà. Oui. Mais malheureusement, effectivement, au nom de la souveraineté nationale, Kabila bloque énormément, et son gouvernement bloque énormément d'initiatives qui pourraient ramener la paix, connaître la vérité sur les milliers de victimes qui tombent presque tous les jours en RDC, et surtout les initiatives de paix qui pourraient ramener le pays à la paix et trouver des solutions pacifiques et des transitions et construire une transition démocratique. C'est ça. Christophe Rigaud, il n'y aura donc pas de commission d'enquête de l'ONU telle que, évidemment, qu'on l'a espéré encore quelques jours, pour déterminer les responsabilités dans cette situation qui prévaut dans les Kasaï. Alors, vous avez écrit un article intitulé « L'Union européenne abandonne les Kasaï à Genève ». J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est l'Europe qui abandonne les Kasaï ou ne faut-il pas plutôt pointer du doigt les pays africains qui ont rejeté cette enquête internationale ? Moi, je pense que c'est l'Europe. Que peut faire l'Europe face à la majorité je pense que c'est un très mauvais signal. C'est un très mauvais signal, et c'est une reculade en fait de l'Union européenne, puisqu'en fait il n'y aura pas de commission d'enquête. Il y aura bien des experts internationaux qui seront envoyés sur le terrain, mais les conclusions de leur enquête ne seront absolument pas contraignantes. C'est la justice congolaise qui décidera ce qu'elle fera. Mais les contours de la mission de ces experts restent flous. Tout à fait, tout à fait. Oui. Sachant que il y a déjà des experts de l'ONU, notamment de la MONUSCO, qui travaillent sur le terrain et sur les Kasaï, sur l'assassinat des deux experts au mois de mars, et que les autorités congolaises ne sont pas coopératives. C'est le moins qu'on puisse dire, et on voit pas pourquoi elles le seraient plus après Genève. On va citer ces pays qui ont donc décidé de soutenir le gouvernement congolais dans son refus d'une commission d'enquête sur les violences dans les Kasaï. On va les citer, l'Égypte, le Soudan, le Mozambique, l'Algérie, le Burundi, le Togo et le Botswana. Martin Fayoulou, que faut-il penser de l'attitude adoptée par ces pays africains ? Mais écoutez, comme on nous a toujours dit, et ça se confirme, que l'Union africaine, c'est un conglomérat de dictateurs.
Donc, ces gens-là, quand vous prenez le Togo, le Soudan, qu'est-ce que vous attendez de ces pays-là? Et moi, je suis vraiment... je suis renversé de constater que la communauté internationale abandonne le peuple, les populations entre les mains d'un dictateur. Ce n'est pas normal qu'on tue tous les jours et que M. Kabila fasse ce qu'il veut et puis les Africains viennent dire, voilà, au nom de la souveraineté. Quelle souveraineté? Et le mauvais signal a été donné avec les cas du Burundi. Alors maintenant, qu'est-ce que les Occidentaux disent, la communauté internationale? Oui, si nous forçons pour avoir une enquête internationale, Kabila va bloquer et il ne nous donnera pas accès. Non, moi je ne pense pas. Mais néanmoins, considérons que c'est un premier pas. Considérons que, comme avaient dit les représentants de l'Allemagne pour l'Union européenne, comme avaient dit les représentants des États-Unis à Genève, considérons que ces experts-là, ils sont les internationaux. Oui. Ils sont des gens formés, ils vont faire les enquêtes et de toutes les façons, et les enquêtes, les résultats des enquêtes ne seront pas seulement donnés aux autorités congolaises, ils seront donnés aussi à la communauté internationale. Vous ne créez pas des enquêtes qui s'éternisent avec des manœuvres dilatoires des autorités congolaises? C'est ce que nous disons. Oui. Il ne faut pas que ces enquêtes s'éternisent. Mais nous attendons la communauté internationale. De toutes les façons, nous connaissons M. Kabila. Il n'a rien respecté dans sa vie et ne respectera rien. Il n'a pas de parole. Oui. Vous avez vu avec l'accord que nous avons signé le 31 décembre dernier. Il ne respecte absolument rien, mais nous demandons et nous allons faire pression au niveau de la communauté internationale et au niveau local. Nous allons faire pression pour que ces enquêtes ou cette enquête soit une vraie enquête. Florent Gel, qu'est-ce qu'il faut attendre précisément de cette mission d'experts? Est-ce qu'il ne faut pas craindre justement que ces enquêtes s'enlisent au bout du compte avec des manœuvres dilatoires des autorités congolaises? Ça va être beaucoup moins simple que pour une commission d'enquête internationale dûment mandatée pour le Conseil des droits de l'homme. Et donc il va y avoir très probablement un certain nombre d'entraves qu'il faudra surmonter. On le voit déjà aujourd'hui dans les difficultés d'accès qu'a le bureau des Nations Unies, le bureau conjoint, donc c'est la MONUSCO, en gros c'est le bureau des droits de l'homme qui opère sur le terrain. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on avait tous poussé pour une commission d'enquête internationale, parce que vu les difficultés d'accès qu'a aujourd'hui la MONUSCO, c'était pour ça qu'il fallait lui donner un mandat international. Maintenant, entre guillemets, c'est mieux que rien, mais effectivement, on est quand même assez déçus par ce résultat, qui intervient pourtant après un long bras de fer de la communauté internationale avec le pouvoir de Kabila, notamment sur la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre, où la communauté internationale avait pris une position assez résolue et qui ne présageait pas de cette situation. Mais ça tient également à la composition du Conseil des droits de l'homme, puisque le Conseil des droits de l'homme, c'est un certain nombre de membres, donc un certain nombre de pays qui sont élus. Oui. Donc aujourd'hui, le groupe africain tel que vous l'avez décrit est un groupe africain dans lequel, effectivement, les États démocratiques africains ne sont pas majoritaires. Non, c'est vrai. Et c'est la raison pour laquelle on a ce type de décision en ce moment au Conseil des droits de l'homme. Mais tous les pays africains n'y sont pas représentés. Sinon, on aurait peut-être des décisions un peu différentes. Et donc, on doit affronter une situation en ce moment au Conseil des droits de l'homme qui siège à Genève, qui est assez difficile pas que sur l'Afrique, mais sur de nombreuses situations à travers le monde. Oui. Et donc, c'est un peu ça le problème. Pourtant, l'Union africaine devrait, dans cette situation, jouer un rôle, puisque l'objectif au sein de l'Union africaine, en tout cas celui de la FIDH, c'est d'aider aussi à ne plus avoir un club des dictatures, mais à faire en sorte que le nombre de pays démocratiques soit le plus nombreux et soit majoritaire pour pouvoir prendre des décisions positives, y compris au Conseil des droits de l'homme, au Conseil de sécurité des Nations Unies et avant tout évidemment au sein de l'Union africaine elle-même. Donc un peu c'est ce rapport de force qui s'est exprimé là. Oui. Maintenant, je dirais un petit peu au commissariat, puisque c'est eux qui vont nommer des experts et c'est eux qui vont envoyer des gens sur le terrain, donc le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, d'essayer de trouver, de déjouer, je dirais, les failles et de déjouer les obstacles qui seront posés très probablement par le gouvernement en place pour ne pas découvrir la vérité.
puisque la vérité, nous on le connaît par rapport à un certain nombre des enquêtes qu'on a menées, et des enquêtes qui ont été menées aussi par des journalistes, c'est que les suspicions sur le fait que ces violences aient été organisées ou tout au moins suscitées par les forces gouvernementales et les FARDC en particulier sont importantes, dans la mesure où de nombreuses forces armées qui ont été déployées notamment dans les Kivu et qui sont connus pour être des acteurs de violation des droits de l'homme majeurs dans cette partie à l'est du Congo, ont été dépêchés au Kasaï l'année dernière et commettent exactement le type d'exaction qu'ils commettent dans le Kivu, poussant à une réaction, alors certes les Kamina Nsapu, cette milice un peu tribale, attaquent des commissariats, etc., mais ils les attaquent avec la plupart du temps avec des arcs et avec des fusils de bois. Donc en face, ils ont des armes de guerre, des AK-47, des lance-roquettes, et les gens se font tuer. Je vais vous interrompre, on va marquer une pause pour la publicité. On revient juste après pour poursuivre ce débat. Restez avec nous. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. À qui profite la crise sécuritaire en RD Congo? Nos invités pour en parler: Christophe Rigaud, journaliste et documentariste, animateur du site d'information africarabia.com. Martin Fayulu est avec nous, député national en RD Congo, président de l'ECID, c'est le parti Engagement pour la citoyenneté et le développement. Et Florent Gel au téléphone, responsable du bureau Afrique à la FIDH, la Fédération internationale des associations de défense des droits humains. Florent Gel, alors vous allez reprendre votre propos. C'est vrai que finalement, ce que vous indiquiez, c'est à peu près d'ailleurs ce que disait il y a quelques jours, les mêmes accusations. Enfin, il faut dire, vous ne faites pas des accusations, mais c'était des accusations quand même qu'avait exprimé le haut commissaire de l'ONU, Zeid Raïd Al-Hussein. Accusations graves à l'encontre des autorités congolaises dans cette affaire, dans cette situation, par rapport à cette situation dans les Kasaï. Oui, ce qui converge comme information entre toutes les enquêtes, celles qu'on a pu mener sur le terrain, qui sont discrètes et qu'on n'a pas encore publiées, mais je vous en donne une certaine teneur, celle du Haut Commissariat et celle de différents journalistes, c'est effectivement que quels sont les crimes qui sont commis et par qui. En gros, on a ces milices Kamina Nsapu qui recrutent des jeunes et qui ont effectivement attaqué tous les symboles de l'État depuis environ un an, à la suite de l'assassinat de leur chef traditionnel. Donc ça, ce sont effectivement des crimes, notamment au regard du droit international. Le recrutement d'enfants comme soldats, c'est un crime. Mais en face, on a une situation de disproportion et d'usage disproportionné de la force, puisque de nombreux villages ont été réinvestis dans une contre-offensive par les forces armées de RDC, et les gens ont été tués à bout portant. On a vu des vidéos d'ailleurs atroces qui ont circulé sur les réseaux sociaux et qui ont été par la suite formellement identifiées, puisqu'il y a même un procès qui se tient, j'y reviendrai actuellement, comme quoi les forces armées congolaises se livrent à de véritables opérations de représailles, en tuant femmes, enfants, hommes, et qui sont tous armés, je vous le disais, de bouts de bois pour faire semblant d'être des fusils, des arcs, des flèches, des bâtons, parfois des machettes, et parfois ils attaquent également les villages à la roquette. Et donc ça, ce sont pour nous des crimes, au moins des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire des attaques systématiques contre tout ou partie d'une population donnée, et c'est bien la définition de ce qui se passe dans les Kasaï aujourd'hui. Angèle, merci. Restez avec nous. Christophe Rigaud, avant la réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Kinshasa avait engagé un véritable bras de fer avec l'Union européenne. De fortes pressions. Oui, alors, oui, il y a effectivement la volonté. Moi, j'ai vraiment l'impression que actuellement, la RDC est en train volontairement de s'isoler, de s'enfermer. On le voit avec le rapprochement avec quelques pays africains, notamment l'Afrique du Sud et le Burundi. Oui. Et puis on fait place nette des médias internationaux. On sait que le signal des RFI est coupé maintenant depuis 6 mois, depuis le mois de novembre. L'accréditation de Kinshasa. L'accréditation de la correspondante n'a pas été renouvelée. Il y a également la correspondante de Human Rights Watch qui a été expulsée. Les experts de l'ONU qui ont été assassinés. Tout cela, ce sont des signaux avec
voilà, qui montre que la RDC a envie de régler le problème toute seule et de régler cette transition qui risque d'être très longue sans le regard de la presse internationale et sans effectivement la communauté internationale, puisqu'elle refuse également que la communauté internationale finance le processus électoral, ce qui est un vrai problème dans la mesure où ce processus est estimé à environ 1,3 milliard de dollars et que le budget de la République démocratique du Congo en 2017 c'est 7,9 milliards de dollars. Donc on voit bien tout cela que voilà, volontairement on organise le report à l'infini des élections. Martin Fayoulou, il faut rappeler aussi que l'homme qui était chargé il y a quelques jours de défendre la cause du régime congolais auprès de l'Union européenne n'était autre que le ministre de la Justice, Alexis Thouamba Mwamba, qui est visé, il faut le rappeler, par une enquête pour crime contre l'humanité. Alors quand on sait que plusieurs proches du régime sont déjà sous le coup de sanctions internationales, est-ce qu'on peut imaginer un départ en douceur de ce pouvoir à la fin de cette année, comme l'exigent les opposants et comme l'exige l'accord du 31 décembre 2016 ? Oui, l'accord du 31 décembre l'exige, la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies l'exige, mais il y a un petit problème aussi au niveau des institutions de la communauté internationale. Par exemple, la MONUSCO. Il y a une faiblesse énorme. La force de l'ONU en RD Congo, il faut le rappeler. Tout à fait. Cette mission, aujourd'hui, accuse une faiblesse par son leadership. Et si la MONUSCO ne fait pas bien son travail, vous avez un représentant de l'Union africaine qui est là, qui épouse tout le temps les thèses du pouvoir. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Donc les Congolais sont livrés à eux-mêmes. Les Congolais voulaient régler le problème de M. Kabila le 19 décembre 2016. C'était fait. Et il y avait cet élément, l'élément déclencheur, c'était la fin du mandat. Et nous avons préparé des cartons rouges. Mais toute la communauté internationale, y compris la CPI, et tout le monde nous a demandé de rester tranquille, de se calmer et d'aller au dialogue. Personnellement, je ne voulais pas de ces dialogues. Finalement, nous avons écouté cette communauté internationale et nous sommes allés au dialogue et nous avons signé un accord. Un accord et M. Tambwe Mwamba, il y a des fois, pendant... Le ministre de la Justice. Tout à fait. Le ministre de la Justice, pendant les négociations, lui était le chef de délégation de la mouvance kabiliste. Et il a dit qu'il n'est nullement question que M. Kabila et M. Tshisekedi signent parce que eux représentaient M. Kabila et que leur signature engageait M. Kabila. Et vous avez vu après, qu'est-ce que M. Kabila a dit? Il n'a rien promis. Donc, nous avons un problème avec ces gens-là. Et comme vous l'avez dit, c'est bien dit, M. Tambwe Mwamba est visé par une enquête. M. Tambwe Mwamba a déclaré, et il était lui-même un rebelle, et ils ont descendu, abattu un avion. 1998. Tout à fait. Et beaucoup de gens de ces régimes, ils sont pris dans ce genre de situation, donc ils ne voudront pas partir. Mais de toutes les façons, ce n'est pas à eux de décider de partir ou pas. C'est la constitution congolaise qui dit que M. Kabila a terminé son mandat et il ne pourra jamais revenir dans une élection présidentielle au Congo. Parce que quand j'entends M. Mende dire non, c'est 2 mandats successifs. Non, c'est pas 2 mandats successifs, c'est 2 mandats. Comme M. Barack Obama ne reviendra plus aux États-Unis pour une élection présidentielle, de même pour M. Kabila. Florent Gel, quel est l'impact, selon vous, des sanctions internationales qui ont été prononcées aussi bien par l'Union européenne que par les États-Unis à l'encontre de certains proches du régime sur la situation politique dans le pays? C'est une question assez compliquée dans la mesure où nous pensons que ces sanctions étaient absolument nécessaires pour sanctionner avant tout les acteurs au sein du régime qui commettent des violations des droits humains. Et notamment la répression des manifestations qui sont déroulées en décembre et en janvier 2016 et 2017. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et elles doivent démontrer la force de la communauté internationale, ou tout au moins sa volonté à, le cas échéant, sanctionner les individus du régime qui commettent ces violations. Donc il y a une reconnaissance implicite par ces sanctions du fait que des éléments, si ce n'est le régime tout entier, commettent des violations des droits humains. L'impact maintenant politique,
c'est censé pousser les autorités congolaises à respecter leurs paroles. Et pour l'instant, cet impact-là n'est malheureusement pas suffisant pour arriver à un résultat concret. Le résultat concret, c'est l'organisation d'élections en temps et en heure et le respect de l'accord du 31 décembre, l'accord politique. Et ça, effectivement, c'est plus compliqué, mais ne soyons pas, irréalistes. La crise en RD Congo existe depuis des années. Il y a eu les élections de 2007, 2011, et donc c'est pas nouveau et c'est difficile. On peut pas dire on va résoudre ça d'un claquement de doigts. Évidemment, il y a une phase de bras de fer et on est dans ce bras de fer et chacun doit jouer son rôle, la communauté internationale, les organisations de la société civile, les acteurs politiques avant tout évidemment en RDC et surtout c'est comment essayer de résoudre politiquement le problème qui est avant tout un problème politique, c'est-à-dire l'accaparement du pouvoir et l'incapacité des autorités, enfin la non-volonté des capacités à organiser des élections crédibles pour que le peuple puisse avoir des représentants qu'il a librement choisis, qui est un droit absolument fondamental et un des premiers droits humains. Je le rappelle, c'est un droit qui est dans la charte des Nations Unies qu'on appelle le pacte sur les droits civils et politiques. Crise politique dont personne ne peut encore imaginer l'issue. Vous voulez ajouter un mot, Christophe Rigaud? Oui, juste sur les sanctions ciblées, elles sont symboliques, mais elles n'ont jamais prouvé leur efficacité. D'ailleurs, on ne sait même pas si les personnes ciblées ont réellement des avoirs, notamment dans l'Union européenne. Et j'ai même l'impression que ce type de sanctions, même si elles sont importantes et il faut effectivement qu'elles soient votées, si ce type de sanctions n'a pas plutôt ne radicalise pas plutôt le régime, puisque de toute façon perdu pour perdu, autant aller au bout de la logique. Alors peut-être que monsieur Mende, le ministre de la communication, et puis monsieur Bochab, l'ancien ministre de l'Intérieur, ne pourront peut-être pas venir faire leurs courses à Noël à Paris, mais je veux dire de là à faire changer la politique congolaise, je pense malheureusement que ce sera pas le cas. Non, alors, Martin Fayoulou. Oui, mais l'impact est là. Il pleure. S'il n'y avait pas d'impact, M. Tamboué Mwamba, ministre de la Justice, ne se serait pas dérangé pour activer son lobby pour faire enlever son nom de la liste. Donc l'impact est là. Et vous savez qu'au Congo, la monnaie utilisée pour les transactions, c'est les dollars. Ces gens-là ne peuvent plus utiliser cette monnaie. Donc l'impact est là. Et surtout, donc j'ai bien aimé cette volonté de la communauté internationale pour montrer sa détermination, qu'elle suit les problèmes du Congo. Et je crois que s'il y a ces deux forces, la communauté internationale et la force interne, c'est-à-dire la population, nous allons arriver à bout de M. Kabila. M. Kabila est fatigué. M. Kabila... Il n'a pas l'air. Non, vous l'avez vu, même physiquement, comment il n'en a pas l'air. Bon. Vous avez l'impression, M. Kabila est totalement diminué. Il est totalement diminué. Mais évidemment, peut-être on va en discuter tout à l'heure, c'est aussi la classe politique congolaise, avec des infiltrés, avec des gens qui n'ont pas de paroles, qui n'ont pas de conviction. Et c'est ça qui fait sa force, qu'on lui donne à chaque fois des béquilles. Mais M. Kabila est fini, je peux vous le garantir. À qui profite la crise sécuritaire en RD Congo? Crise sécuritaire sur fond de crise politique, une crise politique dont personne ne peut encore imaginer l'issue. Que reste-t-il de l'accord signé fin décembre 2017? Quel est désormais l'agenda de l'opposition, que représente notamment ici Martin Fayoulou? Il faut quand même préciser, Martin Fayoulou, que vous êtes candidat à la présidentielle, à la prochaine présidentielle. La question est de savoir quelle présidentielle et à quand la présidentielle. On en parlera après la publicité. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. À qui profite la crise sécuritaire en RD Congo? Nos invités, Martin Fayoulou, Christophe Rigaud et Florent Angel. Crise sécuritaire sur fond de crise politique. Martin Fayoulou, que reste-t-il donc de l'accord signé fin décembre 2016 entre l'opposition et les représentants du pouvoir? Question difficile, l'accord est là et l'accord a été adoubé par la résolution 2348 du Conseil de sécurité des Nations Unies et M. Kabila a violé l'accord comme il a violé la constitution congolaise. Donc aujourd'hui, nous, au niveau du rassemblement,
nous préparons un conclave. Et à l'issue de ces conclaves, nous dirons ce que nous allons faire. Quel rassemblement? Parce que finalement, le rassemblement aujourd'hui... il n'y a qu'un rassemblement. Il y a le rassemblement qui est dirigé aujourd'hui par Félix Tshisekedi. Il n'y en a pas deux. Effectivement, il y a certains membres du rassemblement qui ont été débauchés. Mais si vous avez des esprits faibles qui se font acheter, vous n'allez pas nous demander de les retenir. Mais ils ne sont pas membres du rassemblement. Pour être membre du rassemblement, il faut faire partie d'une composante qui est membre du rassemblement. Nous en avons 10 aujourd'hui, en commençant par l'UDPS, la dynamique que je dirige, et le G7, et ainsi de suite. Donc, mais l'image que renvoie l'opposition avec ces divisions, avec ces tractations obscures à la population congolaise, je veux dire, n'est pas, je dirais, de nature à mobiliser la population congolaise en faveur notamment de cette opposition. Les mots, j'aime pas bien les mots division. S'il n'y a pas de division, il n'y a pas de division, il y a des séparations alors. Il y a débauchage. Oui. Il y a achat des gens, donc on les achète avec, comme les chiens de Pavlov, là on tend un morceau de viande et les gens y vont. Donc il n'y a pas de division. Si vous parlez ici du Parti Socialiste, il y a une division, mais il n'y a pas de division du rassemblement. Il y a des gens qui sont débauchés parce que ils pensent que Tshisekedi, avec son poids, c'était difficile de son vivant de partir, mais ils sont venus pour ça. Mais je peux vous donner la liste. Mais tout cela est quand même préjudiciable au crédit de l'opposition. Nous sommes d'accord. La crédibilité de l'opposition. Mais nous sommes d'accord, mais c'est le peuple qui juge qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Mais vous avez la liste. Monsieur Kabila recompose sa famille politique. Il y a des gens qui étaient avant avec lui dans sa famille politique qui nous ont rejoints. Ils sont répartis. Ils continuent. Si vous prenez un à un les gens qui sont partis et vous allez comprendre leur passé politique et vous saurez qu'ils sont des kabylistes qui sont venus chez nous et ils sont répartis. Donc, les grands opposants, c'est le peuple congolais. Oui. Le peuple dit Kabila doit partir et il partira. Et quel est l'agenda de l'opposition désormais? L'agenda de l'opposition, c'est... Puisque le pouvoir s'est écarté de l'accord du 31 décembre 2016, et un gouvernement a été mis en place, que vous contestez évidemment, et puis il y a cette marche en avant vers décembre donc qui est une date butoir, puisqu'il est question d'organiser une présidentielle au plus tard fin décembre. Tout à fait. L'agenda de l'opposition, c'est ces conclaves dont je vous ai parlé. L'agenda de l'opposition, c'est qu'aujourd'hui, au Congo, toutes les institutions à mandat électif sont illégitimes, en commençant par M. Kabila. Moi-même, je suis député, j'ai été élu député, mais je ne peux pas aujourd'hui mettre mes pieds à l'Assemblée parce que je ne peux pas me considérer comme un député illégitime. Le mandat l'agenda de l'opposition, au sortir du conclave, nous vous dirons ce que nous allons faire. Il y a des actions d'envergure, il y a des mots d'ordre qui seront donnés et vous allez voir parce que il n'est nullement question que M. Kabila maintenant échappe à la date de fin décembre 2017. Donc vous vous situez toujours, vous, dans le cadre de l'accord du 31 décembre 2016 ? L'accord oui, bien sûr. Et cet accord a des acquis majeurs, fondamentaux. Cet accord dit notamment que le second et dernier mandat de M. Kabila est terminé le 19 décembre 2016 et que M. Kabila ne pourra plus se représenter. Cet accord dit il n'y a pas de référendum, il n'y a pas changement de constitution, il n'y a pas révision des constitutions. Cet accord dit il faut qu'il y ait élection présidentielle, législative nationale et provinciale avant fin 2017. Merci Martin Fayoulou. Florent Gel, est-ce que vous imaginez que le pouvoir de Joseph Kabila revienne dans les prochaines semaines dans le cadre de cet accord de la Saint-Sylvestre alors qu'il ne cesse de s'en écarter depuis? Ça semble très difficile et certainement pas dans son intérêt. Et toute la difficulté est bien d'essayer de à chaque fois parer des manœuvres, recadrer, essayer de faire en sorte d'avoir un processus politique continu qui avance et qui passe des étapes. Et c'est très compliqué d'avoir face à vous un pouvoir qui a du pouvoir, même s'il était légitime, mais qui a quand même certaines manettes à sa disposition et qui essaye d'éviter à chaque fois la contrainte, qui essaie à chaque fois d'éviter d'avancer. C'est en fait essayer de faire avancer un âne qui n'a pas envie. Et donc il faut lui botter le cul
d'où la question des sanctions, d'où la question de la contrainte, d'où la question également d'essayer de démontrer dans quelle mesure on n'est pas dans une question uniquement de souveraineté nationale, mais également de droits qui ne sont pas garantis en RD Congo pour les populations civiles, les violations des droits humains, les droits civils et politiques, les droits économiques et culturels, etc. Et pour démontrer dans quelle mesure ce pouvoir est quand même un grand violateur des droits humains. Et on le voit encore un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, pour revenir une seconde sur la question des Kasaï, les 7 soldats qui ont été identifiés comme ayant participé à certains massacres et qui ont pris ces vidéos qui ont pu circuler sur les réseaux sociaux, ils sont en procès aujourd'hui devant un tribunal militaire, et le tribunal militaire a décidé de ne pas les poursuivre pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça démontre quand même qu'il y a une volonté du pouvoir d'échapper à la sanction de façon permanente. Donc aujourd'hui, les divisions, ou tout au moins les dissensions, ou l'idée qu'on n'a pas une opposition qui est totalement unie, qui est totalement qui a la capacité de représenter une alternative et une mobilisation populaire, est une faiblesse dans cette stratégie. Et Kabila s'y engouffre aisément, évidemment, tout comme la stratégie du chaos militaire, chaos des violations massives des droits humains. Et donc, il y a un moment où il va falloir malheureusement qu'il y ait un sursaut de l'ensemble du peuple, de ses représentants politiques, de l'ensemble de ses institutions, pour dire il n'y a pas d'autre solution que l'alternance politique, ou tout au moins que les élections et tout ça doit s'organiser pour avoir un pouvoir qui est contraint. On ne fera pas la démocratisation du Congo sans le peuple congolais. Le peuple congolais est quand même très mobilisé. On a vu de très larges mouvements sociaux qui se sont mobilisés, notamment les jeunes. Avec beaucoup de victimes. Et malheureusement, beaucoup de victimes et beaucoup d'emprisonnement, de harcèlement à l'encontre de leurs responsables. Il y en a encore 2 qui sont en détention, notamment à Goma. Et donc, voilà, c'est la question, c'est comment rassembler, structurer, organiser ces forces. C'est évidemment pas notre rôle, c'est le rôle du peuple congolais. On est suffisamment accusé d'ingérence internationale par le Congo pour le spécifier. Mais par contre, effectivement, nous sommes là pour tenter de soutenir les forces qui font respecter un droit fondamental qui est reconnu, je le répète, celui de pouvoir librement choisir ses dirigeants. Christophe Rigaud, crise compliquée forcément, c'est peut-être la plus compliquée aujourd'hui sur le continent africain, avec, je dirais, c'est une crise à tiroir finalement, avec évidemment un pouvoir qui respecte un peu les règles qui sont édictées, qui respecte pas les accords qui sont signés avec vis-à-vis de l'opposition. L'opposition également éclatée avec ces conflits, ces crises internes. Alors, dans ce genre de crise, est-ce qu'on peut, alors généralement le temps joue en faveur du pouvoir, mais dans le cas du Congo, est-ce que vous pensez que le temps joue encore en faveur de ce pouvoir, ou alors il se dirige forcément vers une impasse? Je crois que Joseph Kabila fait tout pour que le temps joue en sa faveur. Il a réussi à affaiblir quand même l'opposition, s'il n'y a peut-être pas de division, mais en tous les cas il a su créer de la confusion. Il a réussi à isoler un opposant important qui est Moïse Katumbi, qui est toujours en exil forcé en Europe et qui est toujours pas rentré au pays. Donc il maîtrise ce temps, et moi je pense que effectivement il va essayer de le maîtriser jusqu'au bout. Moi je crois que la meilleure preuve que en fait les élections ne sont pas de sitôt en République démocratique du Congo, c'est qu'à moins de 6 mois normalement du scrutin présidentiel du mois de décembre, il n'y a absolument aucun candidat de la majorité présidentielle déclaré, aucun candidat en campagne, et donc on peut supposer effectivement que si la majorité présidentielle n'est pas complètement organisée, c'est que les élections ne sont pas prêtes. Et l'enrôlement des électeurs peut durer très longtemps. Martin Fayulu, on va marquer une pause pour écouter le flash info de 19h, mais finalement on se dit ce qui se passe dans les Kasaï, puisqu'on en parlait, c'est quand même l'essentiel de ce débat, et c'est qu'un épisode de plus dans la série de violences que votre pays connaît depuis 20 ans maintenant, et avec cette caractéristique constante, jamais les responsabilités ne sont clairement définies. Finalement, on a l'impression que le pays est plongé depuis 20 ans dans une série de crimes, parce qu'on parle évidemment des Kasaï aujourd'hui, on a longtemps parlé de l'Est du Congo, où les choses ne sont pas évidemment apaisées aussi. C'est quand même des dizaines de milliers de morts depuis 20 ans, des crimes de masse sans coupable. 8 millions de morts,
plus de 3 millions de déplacés internes, et Beni, 3 000 morts, Kasaï, plus de 3 000 morts, et Kasaï seul, plus d'1 300 000 déplacés internes. Donc, ce n'est pas possible. Et comme j'ai dit, c'est le pouvoir afdélien. Ce pouvoir a été conçu pour... Alors, comme vous dites afdélien, il faut préciser aux auditeurs que vous parlez de l'AFDL. Voilà, c'est l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo. Exactement. De Laurent Désiré Kabila. Exactement. Et ce pouvoir a été conçu comme ça. Ce pouvoir a été conçu pour déstabiliser les Congos, si les gens ne comprennent pas. Ce pouvoir a été conçu et on a amené M. Kabila, et on pourra aussi demander comment est-ce que Laurent Désiré Kabila a été tué et pourquoi il a été tué, comment on l'a remplacé, et tout ça, il faut le savoir. Et qui est Kabila réellement, il faut le savoir. Qui l'entoure, il faut le savoir. Quand on vous dit que dans l'armée congolaise, il y a plus de 450 officiers ou généraux Tutsis. En 1960, l'armée nationale congolaise, l'ANC, n'avait pas un seul Tutsi. Et comment voulez-vous qu'une seule tribu, aujourd'hui, puisse régorger tant de généraux? On continuera d'en parler après le Flash Info de 19h avec vous, Martin Fayoulou. Christophe Rigaud est avec nous également. Et Florent Gel, nous parlons de la crise sécuritaire en RD Congo. À tout à l'heure, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. À qui profite la crise sécuritaire en RD Congo? Nos invités, Christophe Rigaud, journaliste et documentariste, Martin Fayoulou, député national en RD Congo, candidat à la prochaine présidentielle en RD Congo, président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement, les CID. Et Florent Gel est avec nous, responsable du bureau Afrique à la FIDH. Alors nous parlons donc de cette crise politique, crise sécuritaire dans les Kasaï, crise politique évidemment, crise politique interminable. La semaine dernière, les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, ont exigé la tenue des élections avant décembre 2017. Alors il y a une phrase de la déclaration de la CENCO qui a retenu l'attention Christophe Rigaud. Les prélats catholiques estiment que, je cite, une minorité de Congolais a décidé de prendre en otage la vie de millions de Congolais. On voit là quand même une prise de position très claire de l'épiscopat congolais. Oui, c'est un vrai réquisitoire contre Joseph Kabila, parce que clairement les évêques en fait dénoncent la responsabilité du chef de l'État, puisqu'ils le tiennent responsable de l'impasse politique et puis de la dégradation de la situation sécuritaire. Donc c'est vrai qu'on franchit une strate supplémentaire, puisque les évêques sont très impliqués dans le processus politique, dans la crise politique, puisqu'ils ont servi de médiateurs lors de la signature de ce fameux accord du 31 décembre. Et je dirais que Monsieur Fayoulou pourra sûrement le dire, mais c'est cet appel des évêques, c'est quasiment un appel à la mobilisation et à faire en sorte que les Congolais se prennent en charge, sous-entendu descendent dans la rue. Alors après voilà, cet appel peut-il être entendu? Les Congolais ne sont-ils pas un petit peu lassés de ces appels à la mobilisation à répétition, qui sont plus ou moins suivis, et puis de la répression policière qui est très très dure. Mais là on a franchi une étape supplémentaire dans l'implication effectivement des évêques et de l'Église catholique dans la crise politique. Martin Fayoulou, que pèse encore réellement la voix des prélats catholiques face à ce qui ressemble à une fuite en avant du pouvoir? La voix des prélats pèse. Les évêques catholiques se sont sentis floués parce que depuis un certain temps, ils ne voulaient pas s'immiscer ou entrer dans la politique congolaise pour quoi que ce soit. Et je crois que depuis Rome, nous avons vu les cardinals Mosengo et tout ça, pas les évêques, le prêtre, les abbés et les religieux, les religieuses, personne. Peut-être pour les laïcs. Mais nous avons vu que la SADC et le CIRGL ont organisé une réunion à Angola, à Luanda, le 26 octobre dernier. Et au cours de cette réunion, on a vu que M. Kabila pataugé avec son dialogue présidé ou facilité par Edem Kodjo. Et donc, il a demandé... Edem Kodjo, le représentant de l'Union africaine. Le Kodjo, le représentant de l'Union africaine. Il a demandé au président Dos Santos et le président Sassou de venir en aide, de lui venir en aide. Et donc, nous avons vu les évêques congolais faire un déplacement à Brazzaville. Et c'est là où ils ont accepté
la mission parce que comment dire, il y avait le feu dans la maison. Et ces feux dans la maison pouvaient embraser et le Congo-Brazzaville et l'Angola. Donc, les évêques sont venus, ils ont fait un travail excellent, magnifique. Et M. Kabila veut maintenant les ridiculiser. Et les évêques, vous savez que les églises catholiques, il y en a partout. Et le Congo est à 90% chrétien. Et même s'il y a des églises de réveil et tout ça, nous tous, tout le monde a commencé par l'église catholique et tout le monde est chrétien. Donc, les éveils sont là, ils ont une force de frappe intacte et surtout soutenue par le 100% de la population congolaise. Florent Gel, alors en 1998, on s'en souvient, quand il y a eu, je dirais, ce qu'on appelait à l'époque la première guerre mondiale africaine en RD Congo, l'Angola était un des principaux soutiens du régime de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, on voit l'Angola prendre cette distance vis-à-vis du régime de Kabila. Est-ce que cette position angolaise aujourd'hui est symptomatique de l'isolement de ce régime? Très probablement, et l'Angola joue un rôle crucial dans la configuration régionale et politique en RD Congo, puisqu'il a été un parrain pendant longtemps du pouvoir Kabila, père et fils, et très probablement il peut jouer un rôle dans les décisions qui sont prises. On l'a vu aussi, mais c'est pas le seul, c'est pas le seul pays. Les pays de la région jouent un rôle positif ou négatif à l'égard de la RDC. Le Rwanda, l'Ouganda, leur soutien plus ou moins affirmé aux différents groupes armés qui opèrent en RDC pour des raisons d'ailleurs diverses et variées. Mais l'Angola apparaît comme le géant un peu de la région. Absolument. Et puis Dos Santos dit ne pas vouloir se représenter, vouloir passer la main. Est-ce qu'il veut organiser une transition également dans son pays? Ça peut l'inciter également à vouloir voir une solution progressiste émerger en RDC. En tout cas, il est certain que leur position va être cruciale. Et l'Angola joue en ce moment des rôles plus ou moins importants dans plusieurs médiations en Afrique. En RDC, on pense que par contre, elle a pleinement son rôle et son intérêt. Maintenant, il faut également la pousser, mais ça, c'est évidemment le leadership africain qui doit prendre pleinement conscience. On a vu que l'Afrique du Sud avait de facto refusé de jouer ce leadership africain en faveur des solutions progressistes. Il faut bien que d'autres leadership émergent qui soient au niveau sous-régional. L'Angola, évidemment, on pense tous à ce pays pour pousser Kabila à respecter un minimum l'accord de la Saint-Sylvestre et les différents accords. D'autant plus qu'attention, l'Angola est impacté sur son territoire puisqu'il y a de nombreux réfugiés du Kasaï, de nombreux réfugiés congolais depuis de longues années, et que l'armée s'est même déployée au plus fort de la crise au Kasaï pour protéger son territoire. Et c'est un signe explicatif, en tout cas symptomatique de la position de l'Angola aujourd'hui. Il est probable que l'Angola n'accepte plus tout et n'importe quoi de la part du pouvoir Kabila pour avoir une influence sur le pouvoir. En tout cas, il serait probablement intéressant de la part de ce pays que de jouer un rôle progressiste dans l'avenir démocratique du pays. Martin Fayulu, alors c'est vrai que quand on voit les errements de l'Afrique du Sud de monsieur Jacob Zuma, est-ce que l'Angola peut, prendre désormais le magistère un peu de la résolution des crises dans la région? Oui, mais je crois, comme je disais avec les évêques, si les évêques ont accepté, je suis convaincu que le président Dos Santos a pesé, parce que j'ai accompagné le président Tshisekedi dans un entretien avec le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Et maintenant, le président Dos Santos pense bien que M. Kabila ne respecte pas la parole et donc il veut jouer sa partition. Et je crois que nous sommes le même peuple, nous Congolais et l'Angola. Et de toutes les façons, s'il y a un trouble, s'il y a des troubles, il y a des désordres au Congo, ça va impacter sur l'Angola et sur le Congo-Brazzaville. Et je crois que le président Dos Santos a bien fait de s'isoler de M. Kabila et de commencer à donner des signaux comme quoi qu'il doit partir, et il est temps de partir, et de toutes les façons, il n'est pas né pour rester éternellement au pouvoir. Christophe Rigaud, sur la partition de l'Angola?
Oui, moi je crois que la partition, ouais, ça part d'action, j'allais dire. Tout à fait, c'est un petit lâchage hein, de la part de l'Angola, et la réponse de Joseph Kabila en fait c'est le voyage en Afrique du Sud chez Jacob Zuma. Je pense que effectivement il va se rapprocher d'autres pays de ses voisins qui n'ont effectivement pas du tout intérêt à ce qu'il quitte le pouvoir. Je pense effectivement au Burundi, au Rwanda, à l'Ouganda, ou même le Congo-Brazzaville qui joue un rôle plus ou moins trouble. Ils se tiennent tous par la barbichette. Hein. Je pense que effectivement si Joseph Kabila venait à réellement passer la main pour tous ses autres voisins, ça serait un très mauvais signal pour eux, parce que effectivement il donnerait l'exemple. Donc je pense que effectivement l'Angola c'est un bon signal. Maintenant Joseph Kabila va se rapprocher de ceux qui peuvent encore le soutenir. Alors, on va évidemment... Alors, vous voulez dire quelque chose, Martin Fayoulou? Alors, on va revenir un instant sur l'agenda de l'opposition quand même, parce que, voilà, vous disiez, on va mobiliser la population. Nous allons donc conjuguer nos efforts, nous opposants, avec la mobilisation de la population. Mais ça, on l'entend depuis plusieurs mois. Est-ce que cela est suffisant? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas, je dirais, d'autres stratégies? Alors, peut-être qu'il y a des stratégies non avouées, évidemment, hein, mais pour contraindre ce pouvoir, parce qu'il n'y a pas de crise qui ne se termine pas. Mais nous l'avons fait. Je ne dis pas nous opposants, nous rassemblement. Je ne parle pas d'opposants. Vous parlez du rassemblement. Je parle du rassemblement. Nous l'avons fait, nous l'avons démontré. Nous avons organisé des manifestations en janvier 2015, vous l'avez vu. Nous avons organisé des manifestations en septembre 2016. J'ai reçu une balle sur la tête. Et vous l'avez vu. Nous avons, opposé à M. Kabila de ne pas changer la Constitution. Il n'a pas pu changer la Constitution. Nous avons demandé, M. Kabila, nous avons tout fait pour qu'il ne fasse pas son référendum. Il n'a pas fait. M. Kabila a créé une institution qui s'appelait ONIP, Office national d'identification de la population. Il voulait une loi électorale à sa façon. Nous avons dit non. Et ça ne s'est pas passé. C'est grâce à nous, opposition, aujourd'hui réunie au sein du Rassemblement. Et nous disons pourquoi nous avons eu tout ça. C'est simplement parce que le peuple congolais était avec nous. Ces peuples existent, ils continuent à exister, ils continuent à dire que M. Kabila doit partir. Et heureusement aujourd'hui qu'il y a des jeunes, de la Lucha, et il y a des jeunes de Filimbi, il y a des jeunes, il est temps, et d'autres jeunes qui continuent à être maltraités. Moi, j'ai dans mon parti des membres qui sont arrêtés, qui sont en prison jusqu'aujourd'hui, et à Makala, à Kinshasa et à Goma. Donc, il y a des membres du Rassemblement. Ces membres de mon parti SID, avec d'autres membres des partis du Rassemblement, ils sont là. Donc, vous avez vu et vous continuez à voir ce qui se passe. Le peuple congolais ne pourra jamais se décourager. Sa volonté à ce que M. Kabila parte est intacte, et cette détermination restera, et M. Kabila partira. Nous avons l'impression qu'à un moment donné, le malade s'est ressaisi, il est guéri, un peu guéri, et vous allez voir quand le malade va mourir, et je vous dis, c'est pour bientôt. C'est une image en tout cas. Et on va conclure évidemment sur la crise sécuritaire dans les Kasaï. Florent Gel, alors est-ce qu'il faut craindre une crise sécuritaire, un état de violence durable dans cette région, comme on a pu le voir à l'est du Congo? Oui, pour la bonne et simple raison que quand on crée de la violence et quand on veut résoudre la violence par la violence, c'est un cercle souvent vicieux qui se propage. En tout cas, pour l'instant, ça ne s'arrête pas. Et à une crise politico-sécuritaire et de violation massive des droits humains, on ne peut pas répondre simplement par des pansements techniques. Il faut également un accord politique durable et des perspectives de résolution pour permettre de résoudre la crise. En tout cas, pour le moment, ça ne se calme pas réellement, et on peut penser que le sang risque d'appeler le sang, même si c'est pas une solution malheureusement. Et en tout cas, pour le Kasaï comme pour l'est du pays, parce qu'il faut pas oublier que là encore se déroulent de nombreux massacres. Tant que la stratégie du chaos demeurera et que les raisons politiques de cette violence continueront, il est malheureusement à parier que la violence va continuer.
Christophe Rigaud, alors osons la question, est-ce que l'alternance au sommet de l'État peut être une réponse à toutes ces crises sécuritaires que le pays connaît depuis des années et auxquelles viennent de s'ajouter maintenant la crise dans les Kasaï? Oui, une transition politique paisible serait la solution. C'est peut-être beaucoup demandé. Voilà, bah oui, on n'est pas dans le paisible. Là, non. Mais effectivement, l'alternance, le fait que Joseph Kabila se retire du pouvoir, qu'il y ait un candidat de la majorité présidentielle à des élections et que les élections arrivent le plus vite possible, permettrait effectivement d'apaiser toutes ces tensions. Maintenant, j'ai vraiment l'impression qu'on en est encore très loin. On en est encore très loin, Martin Fayoulou, de cette alternance, ou en tout cas de la résolution de toutes ces crises accumulées quand même depuis 20 ans. Il faut l'alternance. M. Kabila dit, dans les camps de M. Kabila, il y a des gens qui veulent bien être candidats président de la République, oui, mais ils ont peur simplement d'oser de le dire parce que... À 6 mois quand même ils ont peur, de présidentielle, ils ont tel peur, que prévu par l'accord de 31 décembre 2016. Je ne sais pas pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que M. Kabila, c'est un dictateur, parce que M. Kabila... Parce qu'il ne veut pas partir. Oui, parce qu'il est venu au Congo pour ne pas partir. Il est venu au Congo pour une mission, et tant que sa mission n'est pas encore réalisée, oui, et il voudra rester, mais nous disons... Mais quand vous parlez de mission, alors je vais revenir là-dessus parce que vous le disiez au début de l'émission, parce que on a du mal à imaginer, bon, ceux qui nous écoutent ont peut-être du mal à imaginer qu'un homme d'État, un président de la République, soit un déstabilisateur, une sorte comme ça, je dirais, d'ange de l'apocalypse qui serait là en fait pour déstabiliser indéfiniment un pays. Ben, si vous dites un président de la République, comme on avait Kasavubu, Mobutu et tout ça, ou les gens qu'on connaissait, mais Laurent Désiré Kabila, il faut voir son histoire, oui, qui il est, qui l'a mis là, et pourquoi, oui, c'est ça. Pourquoi toute cette déstabilisation dans la région des Béni, Rutshuru et Goma et tout ça, pourquoi? Et quelles sont cette volonté du Rwanda de prendre une partie du Congo? Vous pensez que c'est jeté comme ça? Il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, vous accusez le Rwanda. Non, on n'accuse pas. C'est un plan réel qui existe, et c'est que affaiblir le Congo, partout déstabiliser le Congo, pour que les gens puissent faire ce qu'ils pourraient faire. Un plan qui a été soutenu pendant quelques années quand même par certains pays occidentaux. Mais peut-être, mais je dis que les Congolais... Non, c'était une question échec. Que je posais. Hein, parce que... Tout à fait. Oui. Non, je dis tout à fait. Mais les Congolais vont faire échec à ces plans. Vous savez, il y a des parties du Congo qui sont extrêmement riches. Il y a des Ougandais qui visent l'Ituri. Il y a des Rwandais qui visent l'Est du Congo. Et nous le savons. Les gens n'aiment pas le dire, mais je n'ai pas la langue de bois, moi. Et je l'ai dit clairement. Et nous, Congolais, et que ce soit celui qui est à Sakania, au Katanga, celui qui est à Mwanda, dans le Congo central, celui qui est à Rutshuru, dans les Kivu, et partout, nous sommes tous Congolais. Aujourd'hui, nous voulons l'unité du Congo, et nous disons à M. Kabila, malgré l'argent du trésor public qu'il prend, malgré les armes qu'il possède, malgré les pions naïfs des Congolaises qui sont avec lui, qui l'entourent à cause de l'argent, malgré les esprits faibles qui tantôt sont dans l'opposition et qu'on achète, et malgré quelques dictateurs africains qui l'aident, il partira. Mobutu est parti. Après 32 ans, et lui il partira. Mais pas après 32 ans. Un auditeur qui nous envoie un message, William Clément Mananga, qui nous écrit: c'est sûr que la crise profite au pouvoir pour notamment reculer les élections qui n'auront d'ailleurs pas lieu. D'un autre côté, la même crise profite à certaines puissances qui profitent des désordres en Afrique pour faciliter le pillage de nos richesses. C'est vraiment regrettable de savoir que la population qui meurt gratuitement fait l'affaire des politiques, plus précisément du pouvoir. C'est signé William Clément Mananga. On arrive à la fin de l'émission. Florangel, je vais vous remercier en premier parce que c'est pas très confortable, évidemment, de rester au téléphone pendant 1h20. Merci beaucoup. Merci beaucoup, responsable du bureau Afrique à la FIDH, la Fédération internationale des associations de défense des droits humains. Merci Christophe Rigaud. Vous avez de la matière encore pour africarabia.com. Oui, malheureusement, oui. Je rappelle pour les auditeurs, évidemment, qui ne le sauraient pas encore, qu'africarabia.com est un site consacré à l'actualité en Afrique centrale et beaucoup d'ailleurs, précisément, à l'actualité en RD Congo. Merci d'être venu, Christophe Rigaud. Merci à vous, Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Bon courage, bonne continuation. Vous êtes député national en RD Congo, président du parti SID et membre du Rassemblement des forces de l'opposition. Et vous êtes candidat à la prochaine présidentielle qui, nous l'espérons, auront bien lieu à la fin de cette année.
Merci. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été réalisée par Hélène Bizio. Après le Grand Débat, vous avez rendez-vous avec la rediffusion de l'un des auditeurs avec Stéphanie Hartmann. Vous pouvez écouter ce Grand Débat dès ce soir sur notre site africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez encore. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat